300 000 visiteurs par an, portés par la grande émotion suscitée par les ruines d'Oradour. Ils déambulent au hasard des rues du village martyr, trop souvent, sans savoir. Pourquoi ils ont pris le village, les Allemands, vous le savez? Ah, franchement, aucune idée. Ils ont détruit les maisons, massacré les gens. Pour quelle raison? Pour ça, je sais pas. C'est notre retour de vacances et voilà, on s'arrêtait là. On a vu de panneaux, enfin voilà quoi. Quelques souvenirs lointains de leur cours d'histoire et surtout de fausses informations. C'est vraiment important pour la France entière en fait de se souvenir de ces gens-là qui sont morts pour la France parce que ils ont essayé de résister. Il y a les nazis qui sont venus, ils avaient déjà prévu de les gazer, mais au final, ça s'est pas bien passé. En juin 1944, la division SS Das Reich remonte vers la Normandie. Les nazis mènent une politique de terreur pour empêcher les Français de prendre les armes après le débarquement des Alliés. Le 10 juin, ils entrent à Oradour, un petit village limousin tranquille. Ils massacrent 642 habitants. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Le général de Gaulle décide alors que les ruines seront préservées pour rappeler la barbarie des nazis. Il a vu les 30 survivants d'une population de 1500 âmes. Entre les souvenirs approximatifs des visiteurs et les ruines qui changent, lavées par le temps, la mémoire du massacre est-elle en train de disparaître? Robert Ebras, le dernier survivant, espère que son village natal restera tel quel. Il l'a même fait promettre au candidat Macron. Si vous êtes président, je voudrais que vous conserviez le village. Que le village ne tombe pas en ruine, qu'on continue à commémorer les 642 victimes. C'est mon souhait le plus cher. C'est notre souhait à tous. Vous pouvez compter sur moi. Mais aujourd'hui, il n'y croit plus vraiment. J'ai demandé que les ruines restent, mais certainement pas. L'histoire passera, comme toutes les histoires. Ah, mais il faut que la mémoire reste sur un drame comme celui-ci. Mais j'espère qu'elle restera quand même, mais enfin, comme elle est très souvent déformée, donc on ne saura plus quelle est la bonne version. Au niveau de la quincaillerie, on a quelques fissures traversantes qui sont un peu préoccupantes. Pourtant, le village martyr a été classé monument historique. Régulièrement, l'architecte des bâtiments de France fait le point sur les travaux avec le maire d'Oradour et le président de l'association des familles de martyrs. Le parement extérieur est encore, tient encore, mais c'est très instable et donc là on va intervenir rapidement. C'est linteaux en bois qui ont été brûlés au moment de l'incendie. C'est vraiment des témoignages, je trouve, importants à conserver. Officiellement, la question du maintien des ruines ne se pose pas. Toute la difficulté, c'est de conserver sans dénaturer. Exactement, c'est garder vraiment le principe même de la conservation qu'applique le ministère de la Culture, c'est de conserver le lieu mémoriel. On n'est pas dans une mise en valeur culturelle du lieu, on est dans la conservation de la mémoire du lieu de martyr. Aujourd'hui, on traite les éboulis, on ne les traitait pas il y a quelques années par rapport à l'humidité, les pierres. Tout doit être gardé sur le site et non pas enlevé au fur et à mesure des travaux. Ce qui est important, c'est de garder les lieux vraiment emblématiques et ensuite de conserver la lisibilité de toutes ces trames de maisons, de tous ces habitats qui correspondent à des familles qui vivaient là, à des activités. L'endroit le plus symbolique est l'église, où les femmes et les enfants ont été assassinés. Elle va être renforcée en 2021 et pour mieux informer les visiteurs, l'association des familles milite pour la mise en place de panneaux, voire d'audioguides.
Les gens qui ne vont pas à l'exposition permanente du Centre de la mémoire, il y en a plus de 170 000 personnes qui viennent dans le village et puissent savoir qu'au champ de foire, c'est la population qui a été rassemblée, que les femmes et les enfants se rendent à l'église. L'histoire, elle ne doit pas être approximative. Donc ça, pour moi, c'est très important et je crois que ces panneaux ou ces indications auraient une importance essentielle pour la mémoire, effectivement, du site historique, pour la manière dont les gens perçoivent le site et puis aussi pour la mémoire collective. Moins de la moitié des visiteurs passent par le centre de la mémoire, un lieu créé pour les informer avant d'entrer dans le village. L'exposition permanente va être totalement revue, il y aura moins de textes, plus d'interactivité. Ces améliorations seront-elles suffisantes? Pas forcément pour l'historien Pascal Plat. Est-ce que le fait que l'on modifie ce qui sera la partie interprétation, c'est-à-dire le circuit dans lequel le visiteur accepte, au fond, d'entendre une explication, entraînera plus de visiteurs vers cela? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que cela se situe en amont de la visite, que le poids des ruines est tel que les publics y sont attirés presque naturellement. Et c'est peut-être l'audioguide là qui est le plus performant, c'est-à-dire ne pas laisser dans les ruines même 30% des visiteurs sans avoir une médiation. À Tulle, les élèves du collège Clémenceau ont travaillé sur un autre drame, beaucoup moins connu, celui du 9 juin 1944. Les SS nous ont emmenés sur la place de Souillac, où il y avait des cordes au balcon. Plusieurs groupes sont passés et ont été pendus. Il raconta à l'enfer qu'il avait vécu dans le camp de Dachau en Allemagne. Il a raconté qu'il avait très peu à manger, qu'il travaillait beaucoup par tous les temps. Il leur disait que c'était un simple contrôle d'identité. Je n'étais pas inquiet pour mon père, je pensais qu'il reviendrait pour le déjeuner. Vers la fin, j'ai remarqué mon grand frère qui était en train de se faire pendre. Ils nous ont forcés à regarder la scène. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en remettre. Ce jour-là, les nazis ont pendu 99 hommes dans les rues de la ville. Ils en ont déporté 149 en camp de concentration. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissaient le drame de Tulle, les tullistes, les corésiens? Est-ce que vous connaissiez ce qui s'est passé à Tulle? Un petit peu aux informations quand François Hollande était encore président et qu'il venait ici pour les marches. Si on n'en parle pas, si on ne réactive pas, ça tombe dans l'oubli. Vous êtes la génération d'être les arrière-petits-enfants des suppliciés. On se souvient du passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs, pour éviter de le revivre, ce passé tragique. Il n'y a pas forcément de traces et on ne s'en rend pas compte, mais le jour du 9 juin, ils mettent des gerbes au balcon et du coup, là, à ce moment-là, on peut se rendre compte de ce qui s'est passé. On peut imaginer, mais on ne peut pas refaire comme sur Oradour. Pendant tout son quinquennat, François Hollande a assisté aux commémorations du 9 juin. Mais à Tulle, il n'existe pas de ruines pour se souvenir de la barbarie nazie. Juste quelques balcons anonymes dans un quartier qui a pourtant relativement peu changé. Ce balcon, ça a été un des plus chargés au niveau de suppliciés. Je ne sais pas, il y a au moins une quinzaine de fleurs. Donc ils ont au moins pendu une quinzaine de personnes rien qu'à ce balcon. Michel Drelon est le président du comité des martyrs. Là, il y a ce fameux rugbyman qui a sauté, là. Alors, il y a Théier, là, le rugbyman tulliste, ils ont voulu le pendre après le lampadaire au coin du pont. Celui-là. Oui, voilà. Il a donné un coup de pied dans la figure à celui qui voulait le pendre et il a sauté dans la Corrèze. Et ils ont fini de le tuer en lui tirant dessus. Ce dessin est le seul document qui rappelle le drame des pendus. Les corps des suppliciés ont été jetés par les nazis dans ce qui était alors une décharge et qui est devenu un lieu de souvenir. Mais Michel Drelon craint que l'on finisse par oublier. Alors, il souhaite la création d'un musée. On pourrait mettre des souvenirs individuels que les gens ont gardés chez eux, parce qu'on a fait une demande de recherche d'archives. On nous a pas répondu, mais je suis persuadé que chacun chez soi a des affaires qui pourraient convenir au futur musée, puisque nous avons demandé à figurer dans un musée. Un établissement dans lequel les témoignages poignants
recueillis en 1994 par l'association Peuple et Culture, pourraient aussi être montrés au public. Je réalisais pas bien ce que ça pouvait être si vous voulez pendu, mais je me dis mais c'est pas possible. Alors ils avaient coupé les cordes à ras. Hein. Là, ça tombait comme ça tombait, et puis voilà. Hein. Alors c'était le silence, vous entendiez rien du tout. Non, c'est vrai. Quand ils les ont pendus. Un silence, pas un cri, rien. Salut Nicolas. Bonjour. Mané Pessandier est l'un des piliers de Peuple et Culture. Ses vidéos, photos ou documents papier dorment pour l'heure aux archives municipales de Tulle. Du courage, ma chère femme. Soignez-vous bien tous, que je retrouve ma nichée et pouvoir recevoir des baisers de retour. Il n'y a pas de centre de la mémoire, c'est pas par hasard, c'est aussi une question de moyens. C'est ce qui a présidé à ce projet de musée où tout est regroupé, à la fois les armes, les savoir-faire, l'histoire, le 9 juin, la résistance, l'accordéon. C'était, voilà, c'est aussi une question de moyens à un moment, c'est pas seulement une question de parti pris. Le futur musée sur l'histoire de la ville sera installé dans ses locaux. Il n'est pas certain que les martyrs y aient leur place. On y retrouvera à l'entrée du musée l'annonce, je dirais, qu'il y a aussi dans ce musée ces événements qui ont eu lieu, ainsi que la résistance, mais il n'y aura pas une exposition permanente. Le drame des pendus semble être difficile à porter pour les habitants de Tulle. Les 7 et 8 juin 1944, les résistants communistes libèrent la ville. Les nazis ont-ils alors vraiment pendu des hommes en représailles? Comment les victimes ont-elles été choisies? Pour Pascal Plat, la création d'un lieu dans lequel il serait possible d'expliquer, de s'informer serait importante. À Tulle, il y a d'abord eu pendant très longtemps un très grand silence, un très grand oubli de ce drame qui posait des problèmes dans la ville. On a une histoire qui est une histoire traumatique à Tulle. Mais on peut faire une histoire de la mémoire traumatique. Et moi je remarque que contrairement à ce qu'on dit, les publics sont assez demandeurs de cela. Le dernier témoin direct du drame, Jean Viacrose, disparaît en février 2019. Quelques jours plus tard, un site internet néo-nazi salit sa mémoire. L'extrémisme refait peu à peu surface. La lutte contre l'oubli des horreurs commises par les nazis à Oradour et Tulle a déjà commencé.